Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Habemus papam. Il se nomme Robert Francis Prevost, de nationalité américaine. Ce cardinal, qui était jusqu'ici préfet du Dicaster, a été élevé au rang de pape. L'annonce a été faite hier par le protodiacre Mamberti. Pour tout savoir sur le nouveau souverain pontife, nous allons vous retrouver dès le début de cette édition d'info de ce vendredi. C'est l'unique titre qui barre la une de l'actualité ce matin sur Buenamontu, votre station du diocèse de Mbuji-Mayi. Prise des sons et mise en onde de ce journal matinal. Freddy Nkachama, Ali Kazadi Mukola, c'est mon nom. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Madame, Messieurs, vous avez bien fait de nous écouter ce matin. Oui, l'actualité, c'est bien. En tout cas, le cardinal, le Robert Francis Prevost, qui est donc devenu le 267e pape, il a choisi le nom de Léon XIV. Alors, il était 18h09 à Mbuji-Mayi, même heure à Rome, lorsque la fumée blanche s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine. Puis, s'en est suivi l'annonce de son élection, son apparition au balcon de la basilique Saint-Pierre et sa bénédiction. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. L'annonce de l'élection du 267e pape par le cardinal protodiacre Mamberti. Puis le pape Léon XIV est apparu au balcon de la basilique Saint-Pierre. Ses premiers mots et sa bénédiction Urbi et Orbi. La pace sia con tutti voi. La paix soit avec vous tous. Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto. Très chers frères et sœurs, ceci fut la première salutation de Christ, du bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Moi aussi, je voudrais que cette salutation de paix entre dans les cœurs, rejoigne vos familles. Chacun, où que vous soyez, tous les peuples, la terre entière, la paix soit avec vous. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile. Telle est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée et désarmante, une paix humble provenant de Dieu qui nous aime tous de manière inconditionnelle. Ancora conserviamo nei nostri orecchi
quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Nous avons encore dans les oreilles la voix affaiblie mais courageuse du pape François. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero quella mattina del giorno di Pasqua. Le pape François qui bénissait Rome, qui donnait la paix à Rome et au monde entier. En ce matin de Pâques, nous rappelons, nous disons que Dieu nous aime, Dieu nous aime tous et que le mal ne prévaudra pas, que nous sommes tous dans les mains de Dieu. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, aussi, andiamo sans avanti. peur, unis, la main dans la main avec Dieu et les uns et les autres, allons de l'avant avec le Christ qui nous précède. Le monde a besoin de sa lumière. L'humanité a besoin de lui comme d'un pont pour pouvoir rejoindre Dieu et son amour. Anche voi, poi gli uni gli altri a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, les uns les autres à construire des ponts par le dialogue, par des rencontres, pour être un peuple toujours en paix. Merci au pape François. Les premiers mots du 267e pape Léon XIV. Alors, à l'annonce de l'élection du cardinal Robert Francis Prévost, eh bien, il y a eu une valse de réactions. J'ai ressenti une très grande joie, une joie profonde, a confié Mère Yvonne Regnoat à l'annonce donc de l'élection du cardinal Francis Prévost, un homme avec qui elle a travaillé au dicaster. Ah oui, j'ai senti une très grande joie, une joie profonde, parce que d'une part, j'avais pensé que peut-être ça pouvait être lui, mais il y avait beaucoup de cardinaux possibles qui pouvaient être papes. Et donc, je ne savais pas m'arrêter. Mais de savoir que c'est lui, que nous nous connaissons, que nous avons travaillé ensemble, ça donne vraiment une grande joie. Et surtout, ma grande joie, c'est que je suis sûre que ce sera dans la continuité du pape François. La sœur Regnat, qui a donc travaillé avec le 267e pape comme membre du dicaster. Alors, le cardinal Prévost, a-t-elle souligné, a su, en tant que préfet du dicaster pour les évêques, créer un climat d'esprit de famille par sa grande capacité d'écoute et des jugements, selon Mère Yvonne Regniat. Le cardinal Prévost se distingue par son attention aux plus pauvres, aux migrants, à ceux qui souffrent le plus de problèmes de l'humanité, souligne donc Mère Yvonne Regniat. Je crois que son attention, en particulier aux plus pauvres, était très significative. Son attention aux pauvres, son attention aux migrants. Et je pense que dans sa mission au Pérou, il a été au contact avec ces réalités-là qui l'ont certainement beaucoup marqué. Et alors, dans sa dimension pastorale, je crois que c'est un élément qui d'ailleurs le met en continuité avec le pape François, certainement. Aussi une attention à l'écologie, parce que l'écologie est aussi une condition, parce que les pauvres sont ceux qui souffrent le plus des manques, des problèmes de l'humanité. Mère Yvonne Regniat, membre du dicaster. Alors, qui est le cardinal Robert Francis Prévost, qui a été élu pape ce 8 mai 2025. Il est né à Chicago en 1955. Il s'est illustré par un parcours international entre missions au Pérou, responsabilité à la tête de l'ordre de Saint-Augustin et hautes fonctions au Vatican. Polyglotte, canoniste et homme des dialogues, il a été nommé cardinal en 2023
avant d'accéder à la tête du dicaster pour les évêques, puis d'être élu pape sous les noms de Léon XIV. Monseigneur Robert Francis Prévost est né le 14 septembre 1955 à Chicago aux États-Unis dans une famille d'ascendance française, italienne et espagnole. Après avoir terminé ses études secondaires au petit séminaire de l'ordre de Saint-Augustin en 1973, il obtient un bachelor en mathématiques à l'université Villanova près de Philadelphie en 1977. Il entre chez les Augustins la même année, prononce ses premiers vœux en 1978 et sa profession solennelle en 1981. Il reçoit une licence en théologie de la Catholic Theological Union de Chicago. Ordonné prêtre à Rome le 19 juin 1982, il poursuit des études de droit canonique à l'université pontificale Saint Thomas d'Aquin, Angelicum, où il obtient une licence en 1984, puis un doctorat en 1987 avec une thèse sur le rôle du prieur local dans l'ordre de Saint-Augustin. Dès 1985, il part en mission au Pérou, où il devient chancelier de la prélature territoriale des Culucanas et vicaire de la cathédrale. Après un court retour aux États-Unis, il retourne au Pérou en 1988, où il dirige le séminaire des Augustins de Trujillo, enseigne le droit canonique, la patristique et la morale et fonde une paroisse dans la périphérie pauvre de la ville. En 1999, il est élu provincial de la province du Midwest des Augustins à Chicago. De 2001 à 2013, il est prieur général de l'ordre de Saint-Augustin, exerçant ainsi la plus haute responsabilité de son ordre religieux. Évêque, préfet du Vatican et cardinalat. Là, en novembre 2014, le pape François le nomme administrateur apostolique, puis évêque du diocèse de Chiclayo au Pérou en 2015. Dans un contexte difficile pour l'église locale, il est ensuite appelé à Rome pour succéder au cardinal Ouellet comme préfet du dicaster pour les évêques prenant ses fonctions. Le 12 avril 2023, ce dicaster joue un rôle central dans la sélection des évêques à travers le monde. Monseigneur Prévost est créé cardinal par le pape François le 30 septembre 2023. Un pontife polyglotte et proche des peuples maîtrisant l'anglais, l'espagnol, l'italien, le français et le portugais. Le nouveau pape est reconnu pour sa capacité à dialoguer avec des cultures diverses et à s'adapter aux réalités locales. Son expérience au Pérou, notamment dans des contextes de crise, a forgé un pasteur attentif aux défis contemporains et à la synodalité, thème cher au pontificat précédent. Sa devise « In hilo uno unum » dans celui qui est un, être uni, annonce un pontificat placé sous le signe de l'unité et de la proximité avec bien sûr les périphéries. Alors, pour tâcher d'être un peu plus complet, la première prière de Léon XIV dans la chapelle Sixtine, jeudi 8 mai 2025, jour de son élection sur le trône de pierre. La première prière de Léon XIV, c'était au cours donc de sa première messe célébrée avec les cardinaux. Dans son premier discours, le nouveau souverain pontife a évoqué la paix, vous l'avez suivi, le désarmement et le dialogue. Il a souhaité insister, donc Matteo Brini, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, le choix de son nom. Léon XIV est une référence claire à la doctrine sociale de l'Église. Ce dimanche 11 mai, le pape récitera la prière du Regina Coeli depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre et le programme prévoit en rapport avec les premiers rendez-vous du pape. La salle de presse fournit donc son agenda et les voici. Aujourd'hui, vendredi 9 mai à 11h, Léon XIV va célébrer une messe avec les cardinaux dans la chapelle Sixtine. Elle sera retransmise en direct sur les médias du Saint-Siège. Rendez-vous sur Vatican News en français. Et le dimanche 11 mai à midi, le nouvel évêque de Rome récitera la prière du Regina Coeli depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre. Lundi 12 mai à 10h, le pape Léon XIV rencontrera dans la salle Paul VI
tous les médias accrédités auprès de la salle de presse du Saint-Siège qui ont couvert les événements de ces dernières semaines. Alors, du Saint-Siège au diocèse de Mbuji-Mayi, maintenant, la retraite presbytérale 2025 du clergé du diocèse de Mbuji-Mayi referme ses portes ce vendredi. Cette retraite portée sur la parabole du Semeur et elle était animée par le père Hervé Marie Ignard de la communauté de Saint-Jean en mission au Cameroun il y a 37 ans. Radio-Télévision Fraternité, merci de nous écouter ce matin. Nous marquons une pause avant d'ouvrir le bal de l'actualité provinciale. RTF, la radio diocésaine de Mbuji-Mayi sur FM 103.1 MHz. Du Sud Kasaï au Kasaï orientaux, l'université face à l'avenir de la région congolaise de Mbuji-Mayi, c'est le titre du 3e colloque international de l'université officielle de Mbuji-Mayi, IOM, ouvert jeudi 8 mai dans la salle de l'hôtel Métropole. Reportage Emmanuel Kalenda Chibango. Je déclare faire les travaux du colloque international sur du Sud. C'est sur ce go donné par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire que ce 3e colloque international de l'histoire de l'université officielle de Mbuji-Mayi s'ouvre, s'étendant sur 3 jours d'écoute de l'histoire et des autres, de soi-même et de l'avenir. Organisé à moins d'un trimestre de la remise de nouvelles infrastructures de l'IOM, ce colloque international est pris par le recteur pour un moment de préparer le personnel et les étudiants UOM à y entrer dignes comme les invités aux noces évoquées par Jésus en parabole. Le professeur Abbé Apollinaire Chibaka Chikongo. Ce 3e colloque international de notre université est un moment que nous avons voulu pour nous préparer à ne plus vivre comme une université sans auditoire, sans laboratoire, sans bibliothèque, sans bureau, sans résidence estudiantine, sans toilette. En d'autres mots, il s'agit pour nous de répondre à cette question. Comment faire de l'université officielle de Mbuji-Mayi une véritable université maintenant qu'elle sera dotée d'infrastructures dignes de la tradition universitaire? Vu la pertinence des transformations positives que ne cesse de connaître l'UOM en cette ère, il faut que tous n'en oublie pas l'objectif, insiste l'abbé recteur, faire de l'université officielle de Mbuji-Mayi une véritable université. Et les chercheurs, les professeurs, les étudiants et les employés de l'université officielle de Mbuji-Mayi honorent avec dignité les investissements consentis par l'État congolais, ainsi que la sueur des ingénieurs et des ouvriers qui ont déjà consacré 37 mois de leur vie à cet ouvrage. Du Sud Kasaï au Kasaï orientaux, l'université face à l'avenir de la région congolaise de Mbuji-Mayi, titre louable pour la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo Ayanesa Fimukuna, l'ancre dans la dynamique de son ministère. Ce colloque s'inscrit dans une dynamique que nous portons résolument au sein du gouvernement, celle d'un enseignement supérieur utile à la société, ancré dans son territoire et moteur d'un développement endogène, équitable et durable. En ce premier jour, les participants ont écouté l'histoire et les autres. C'est le cas de la conférence inaugurale sur l'université officielle de Mbuji-Mayi dans le Lwendu Lwabaluba avec le professeur Tchamala Moujani et ses pairs. Emmanuel Kalenda Chibangu. Et nous l'avons appris dans la soirée d'hier via nos confrères de Tambour Matin. De sources proches de ce média confirment l'arrestation de Nicolas Kazadi à Mbuji-Mayi. Jeudi dans la soirée, il a été amené cette même nuit d'hier à Kinshasa via un vol affrété. On lui reprocherait sa dernière sortie médiatique où il a dénoncé des réseaux mafieux qui saignent les caisses de l'État
Nicolas Kazadi avait explicitement décrié la jouissance caractéristique des Congolais qui préfèrent se partager l'argent des projets publics. Il a aussi déploré le mauvais entourage du chef de l'État, des propos jugés par plusieurs comme une attaque directe contre le régime dont il a été jusqu'à l'année dernière l'un des piliers majeurs comme ministre des Finances après avoir été ambassadeur itinérant du président de la République. Le ministre provincial du Plan a pris part jeudi 8 mai à une réunion des validations de l'approche méthodologique pour l'actualisation du plan de développement provincial. C'est le château d'or de l'espace Maman Ado dans la commune de La Mouya qui a servi de cadre. Dans sa communication, le ministre de Kamara Senda a invité les participants à mettre en œuvre leurs expertises afin de ressortir une bonne méthodologie à suivre pour arriver à valider le plan de développement provincial. On écoute le ministre provincial Charles Kamara Senda. Nous réunis ce matin s'inscrit dans le cadre de l'actualisation du plan de développement provincial. Qu'est-ce que nous allons faire concrètement? Quelle démarche prendre? Quelle méthodologie suivre pour pouvoir actualiser ces documents et doter notre province d'un document réaliste, assorti d'un programme d'action prioritaire, assorti d'un programme d'investissement prioritaire, assorti d'un certain nombre de projets d'investissement. Voilà au moins ce qui nous réunit et je compte beaucoup sur l'expertise des uns et des autres pour qu'au bout de ces 2 jours, nous puissions vraiment tracer une méthodologie qui va aider à collecter les données au niveau des différentes entités territoriales décentralisées pour alimenter notre travail. J'ai dit et je vous remercie. Le ministre provincial du Plan, Charles Kamara Senda. Cette activité de 2 jours est organisée par le gouvernement provincial, par le biais du ministère provincial du Plan. Elle connaît la participation des experts du ministère du Plan, de la décentralisation, de relations avec le Parlement et la société civile. Cette réunion est appuyée techniquement par l'agence belge de développement Enabel et sera clôturée aujourd'hui vendredi. La correspondance du vice-premier ministre de l'Intérieur sur la stabilité des provinces va permettre de stopper les désordres et clientélisme qui règnent depuis un temps entre les assemblées provinciales et les gouverneurs de province. C'est l'avis de l'analyste politique Symphorien Djibonsenga. Pour lui, il était plus que temps de calmer ces velléités destructrices qui n'ont fait que déstabiliser les provinces et fragiliser le gouvernement central. Il en veut pour preuve le cas de la province de Lomami où des élus provinciaux se sont honteusement échangés des coups de poing. On écoute Symphorien Djibonsenga. Lorsqu'il y a dérapage dans le fonctionnement des institutions, il faut le recadrer. Il n'y a pas de dictature. Au fond, qu'est-ce que vous constatez? Vous lisez que c'est dans plus d'une province que l'instabilité est constatée. Et les conflits, c'est entre le gouverneur et les élus de l'Assemblée provinciale. Mais quand vous poursuivez de plus près, quand vous allez au fond de tous ces problèmes-là, c'est pratiquement les intérêts égoïstes. La poursuite des gains privés qui sont à la base de tout ce que vous avez comme conflit. Parce que si ces gens-là, c'est vrai, on ne peut pas refuser aux assemblées de jouer les rôles régaliens, de faire les contrôles, ainsi de suite. Mais quand les élus au niveau des assemblées et au niveau de l'exécutif parviennent à se bagarrer, vous avez vu les images qui circulent pour certaines provinces, parviennent même à se bagarrer, à déshonorer même les institutions, à hypothéquer la valeur même des assemblées, même des provinces. Et vous trouvez que des choses comme ça ne méritent pas d'être recadrées? Non, ceux qui parlent de la dictature, je pense que c'est un peu trop posé. Ici, il y a un problème qui se pose. Ces instabilités, tout ce qu'il y a comme conflit, comme dysfonctionnement entre les assemblées provinciales et les exécutifs dans les différentes provinces, ça fragilise le pouvoir central et c'est une tentative même de déstabilisation du pouvoir qui existe. Il n'y a pas de dictature, il n'y a pas d'anarchie parce que toutes ces institutions là-bas, l'Assemblée, le gouvernement, ils fonctionnent dans un rouage. Ils sont dans un mécanisme. Ils sont les éléments d'un ensemble. Si les éléments d'un ensemble, il y en a qui sortent du rouage, on risque de connaître un dérapage.
L'analyse politique Symphorien Djibou et pour sa part Nicolas Mbia du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha. Il fustige l'attitude du VPM de l'intérieur. Selon lui, cette correspondance porte un coup à la souveraineté du peuple qui a donné mandat aux députés provinciaux pour légiférer et contrôler l'exécutif. On écoute Nicolas Mbia. Cette correspondance du vice-premier ministre et du ministre de l'Intérieur, c'est vraiment un coup porté à la souveraineté du peuple qui s'est choisi librement ses élus, à qui il a donné le mandat de légiférer en son nom et de contrôler l'exécutif provincial en son nom aussi. Nous sommes très déçus de voir que sur base d'un discours très fallacieux de la stabilité institutionnelle, on veut en fait protéger des personnes qui se doivent de répondre de leurs actes. Personne ne peut gérer et lorsqu'on lui demande des comptes, il commence à se cacher derrière une victimisation éhontée du genre, c'est un combat politique, ce sont des acharnements politiques. Ça, c'est tout simplement irresponsable. On ne peut pas admettre à ce que les irresponsables qui gèrent nos entités puissent continuer à être là. Il faut qu'ils rendent des comptes dans le cadre des mécanismes prévus par la loi. Et aujourd'hui, Kinshasa, qui a d'ailleurs depuis un certain temps pris l'habitude de saboter les provinces, n'a jamais laissé la province garder sa retenue à la source. Ils prennent toutes les ressources pour tout simplement les remettre sous forme de la rétrocession qui est d'ailleurs illégale. Et aujourd'hui, continuer à s'immiscer dans les questions régaliennes de province, des souverainetés provinciales, je pense que ça, on abuse un peu. C'est une insulte à la démocratie et c'est très regrettable. Je pense que les élus ne devraient pas prêter attention à cette correspondance. Ils doivent continuer à faire leur travail. La stabilité ne peut pas se faire au prix du vol, au prix des détournements. La stabilité ne peut se faire qu'au prix de la bonne gouvernance et des intérêts supérieurs de la population. Nicolas Mbia du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha. Il faut rappeler que dans une correspondance adressée au gouverneur et au président des assemblées provinciales le 6 mai 2025, le vice-premier ministre de l'Intérieur a insisté qu'il ne sera plus question de déstabiliser les institutions provinciales à RDC en cette période d'agression rwandaise. Et nous venons de l'apprendre à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Il est prévu une séance plénière ce samedi 10 mai 2025 à 10h dans la salle des plénières au siège de l'organe délibérant, si au cercle Kachala-Bonjola. Et à l'ordre du jour, la présentation, examen et adoption du rapport de la commission d'enquête parlementaire chargée de recueillir les éléments d'information et examiner la gestion financière, administrative et technique du gouvernement provincial pour la période allant du 1er juillet 2024 au 10 février 2025. Début mercredi 7 mai de la session de formation sur l'utilisation de téléphones numériques dénommé Je suis ECAP au profit projet plutôt de la fondation Vodacom Congo qui vise l'autonomisation des femmes vivant avec albinisme ici au Kasaï oriental. Détail dans ce reportage de Monique Louchikou. Je suis cap signifie je suis capable. Un cri de détermination, un message puissant qui rappelle à chacune d'entre vous que le potentiel est déjà en vous. À travers cette formation numérique gratuite et inclusive, vous allez ensemble explorer l'usage du téléphone portable. Nous déclarons lancer la présente session de formation et nous vous remercions. C'est en ces termes que le chef de division des affaires sociales, François Mukendi, a, au nom de l'autorité provinciale, lancé ce mercredi 7 mai la session de formation sur l'usage numérique du téléphone dénommé « Je suis cap », qui veut dire « Je suis capable ». Ces programmes de la Fondation Vodacom visent l'autonomisation des femmes vivant avec albinisme au Kasaï oriental, sous la conduite du ministère des Personnes vivant avec handicap. À travers ces projets, la Fondation Vodacom, dans sa vision et ses missions en RDC, attend rendre autonomes les femmes vivant avec albinisme et augmenter la confiance en elles. Aussi attend-elle renforcer leur pouvoir à prendre des décisions dans tous les domaines de la vie et décourager toutes sortes de discriminations auxquelles elles font face. Joseph Tchibangou est directeur régional de Vodacom. Ce programme qui vise l'autonomisation des personnes vulnérables, dont les femmes vivant avec albinisme, en collaboration avec les associations des personnes vivant avec handicap au Kasaï oriental. La Fondation Vodacom elle-même naquit d'un rêve qui remonte
il y a maintenant 21 ans, de contribuer au développement des communautés congolaises grâce à la connectivité. Un défi certes, mais que nous ne cessons de relever avec beaucoup d'enthousiasme. À ce titre, que nous n'avons pas hésité à mettre la technologie de Vodacom Congo, partenaire historique de la Fondation Vodacom, au profit de cet élan de cœur en guise de la solidarité aux personnes vivant avec handicap. Les actions de la Fondation Vodacom sont axées sur 4 piliers stratégiques, à savoir l'éducation, la santé et le bien-être, ainsi que l'inclusion pour tous. Le programme Je suis Cap, lancé en 2002, pour tenir également aussi des personnes vulnérables, englobe tous ces 4 piliers permettant d'apporter une assistance globale en un seul projet. Ce projet est donc notre pierre à l'édifice national pour accompagner les personnes vulnérables, de permettre leur meilleure intégration à tous les niveaux de la société. Alors ces gestes de fondation qui consistent à la formation en compétences numériques pour l'inclusion financière et à la dotation d'un kit de démarrage d'agents M-Pesa est une expression de notre amour. Et nous espérons de tout cœur que l'inclusion rendue possible grâce à Vodacom sera la clé vers ce nouveau départ. Ce geste d'amour vient précisément de la Fondation Vodacom. Ce geste ne sera pas le dernier. Pour sa part, Annie Moubiala, chargée du projet de bien-être et inclusion à la Fondation Vodacom, a énuméré les composantes du projet Je suis Cap. Elle a également demandé aux participantes d'être attentives. Donc notre kit sera composé d'une table ou bien d'un point de vente, d'un parasol, d'une chaise, d'un téléphone, d'une SIM Vodacom et d'un fonds de $275 qui sera comme le fonds de démarrage de ce projet ici. Donc je vous demande de bien suivre la matière pour que le travail soit vraiment bien assimilé. De leur côté, les participantes plus qu'heureuses ont salué la générosité de la Fondation Vodacom pour ce projet qui constitue une véritable bouée de sauvetage pour elles. Nous sommes vraiment très heureuses de recevoir quand même cette formation. Je suis cap, donc je suis capable de travailler et me prendre en charge personnel. Donc nous sommes vraiment très contentes de ces dons nous offerts par Vodacom. Nous les remercions seulement de pouvoir penser à nos femmes albinos, négligées, discriminées dans la société. Aujourd'hui, nous voici avec un travail qui nous aide vraiment à nous prendre en charge. En tout cas, nous lui remercions grandement. Ce n'est pas l'argent à commencer à consommer comme de la manne. Cet argent, c'est une clé d'ouverture à notre travail qui va nous aider vraiment à être utile dans la société. Débuté ce mercredi 7 mai, cette formation se clôture jeudi 8 mai 2025. Non, et que le Chikoufi, en plus bref, au plan national, Thérèse Kaikamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, a été reçue mercredi 7 mai à Addis Abeba, en Éthiopie, par Mahamoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine. Selon le communiqué de l'Union africaine, leurs discussions constructives ont porté sur la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs, avec une attention particulière aux efforts de médiation menés par l'Union africaine et l'initiative conjointe EAC SADC. Nous marquons une pause avant de prendre le sport. RTF. L'actualité, c'est nous. Le sport football ce matin, et pour commencer, les playoffs de la Ligue nationale de football. 4 matchs au total ont vécu hier dans le cadre de la 5e journée. À Kinshasa, Sa Majesté Sangaba Lende a enregistré sa 3e défaite de suite, battue par Maniema Aignan sur la plus infime de marques, 0 but contre 1. Et dans la même ville, au stade Tata Raphaël de la Ketula, Vita Club et Rondière sont fait jeu égal un partout à Lubumbashi. Le derby du Haut-Katanga s'est soldé à l'avantage de Lupopo, vainqueur de Mazembe 1-0 au stade Mazembe de Kamalondo.
enlevé des rideaux, des Simplé a battu Tanganyika sur le score d'1-0. Et on parle des léopards de moins de 20 ans qui ont validé leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN de moins de 20 ans, Maroc 2025. En dépit de la défaite 0-2 face au Sénégal de moins de 20 ans hier, les léopards avec 4 points se qualifient comme meilleur troisième. Une première qualification pour les quarts de finale de l'histoire de la RDC dans cette compétition. Et comme nous avons parlé des léopards de moins de 20 ans, parlons de ce senior qui ont donc rendez-vous pour le compte des dates FIFA et en prélude du stage de préparation prévu au mois de juin prochain. Il y a 28 joueurs qui ont été appelés, 3 nouveaux noms appelés pour la première fois en sélection. Il s'agit du latéral droit de West Ham, Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapwadi et du défenseur central de Legia Varsovie en Pologne, ainsi que l'attaquant des Jagiellonia, Afimiko Pouloulou. Je note des absences de Inonga Baka, Grady Diangana et Silas Katompa qui ne seront pas de la partie pour affronter le Mali et le Madagascar lors du stage donc en France. Alors ces rencontres se disputeront le 5 contre le Mali donc et le 8 juin contre le Madagascar. La liste de ceux qui ont été appelés: gardien de but Dimitri Berthaud, Lionel Mpassi, Timothy Fayoulou, défenseur Aaron Wan-Bissaka, Dylan Batumbisika, Steve Kapwadi, Gédéon Kaloulou, Rocky Boucheri, Joris Kayembe, Chancel Mbemba, Arthur Maswaku et Axel Touanzebe. Milieu, Noah Sadiki, Samuel Montoussami, Edo Kayembe, Théo Bongonda, Charles Piquel, Meshak Elia, Ngalael Moukaou, Nathanael Mboukou. Et attaquant, Afimiko Pouloulou, Cédric Bakambu, Yohan Wissa, Samuel Essende, Fiston Mayele et Simon Banza. Et voilà qui vient complètement mettre un terme à cette édition d'info, la première en ce vendredi 9e jour du mois de mai de l'an 2025. Pour vous qui nous avez pris encore de diffusion, retenez pour l'essentiel. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Habemus papam, oui, le cardinal Robert Francis Prévost est le 267e pape de l'Église universelle. Le nouvel évêque de Rome a pris le nom de Léon XIV. L'annonce a été faite hier par le protodiacre, le cardinal Mamberti. Au cours de cette édition d'info, vous avez donc suivi la biographie du nouveau souverain pontife, mais aussi ce que prévoit son programme pour ces premiers jours de son pontificat. Merci donc à Fredin Kachama qui nous a aidé côté Comment tu Pites Radio. Ali Kazadi, Nicolas, c'est mon nom. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h15. Mais en attendant, les infos sont en continu sur notre chaîne YouTube Radio Télé Fraternité Buenamontu. Excellent début de week-end à toutes et à tous.